Alors, toute l'équipe et moi-même sommes très heureux, avant de clôturer ce bel événement, d'avoir la présence à distance, mais en direct, du ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Monsieur Julien Denormandie. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Nous vous entendons parfaitement. Un grand merci pour être avec nous pour clôturer cette journée d'échange autour de l'alimentation de demain, qui est un sujet important pour votre ministère. Exactement. D'abord, je voulais vraiment vous remercier, saluer la présence du maire, cher Jean Dionis, et puis vous remercier de me donner la possibilité de m'exprimer devant vous, même si c'est à distance. Et je tenais vraiment à pouvoir participer à ce beau festival de l'alimentation et de la gastronomie de demain, et puis peut-être échanger avec vous quelques messages, quelques idées, quelques pistes de réflexion, si vous en êtes d'accord. Tout à fait, nous vous écoutons. Eh bien, d'abord, je voudrais vraiment, si vous me le permettez, adresser un salut amical à Jacques Attali, qui a eu la gentillesse de me proposer d'intervenir, avec qui j'ai eu le plaisir d'échanger encore récemment et de le faire de manière régulière. Et je dois dire vraiment que ces interventions, ces réflexions ont toujours cette capacité de nous projeter, de nous imaginer et enfin, au fond, de nous dépasser. Et c'est vrai sur beaucoup de sujets économiques, mais aussi sur ces sujets de l'alimentation et de la gastronomie. J'entendais rapidement ce midi cette anecdote rapportée par Jacques, selon laquelle les Égyptiens, à l'origine, utilisaient le même hiéroglyphe pour dire manger et faire l'amour. Je ne sais si c'est vrai, j'imagine que oui, mais en tout cas, je vois ici, dans cette comparaison, toute l'importance de la chose. Et vous m'avez invité à conclure ces débats et pour moi, c'est vraiment un moment important me permettant de partager avec vous quelques convictions en écho avec les différentes tables rondes que vous avez pu aborder depuis ce matin. D'abord, parler alimentation, et je crois que c'est essentiel, c'est parler santé, qu'elle soit humaine ou environnementale. Toutes les discussions que vous avez pu avoir aujourd'hui autour du mieux manger pour notre santé et pour l'environnement, de notre lien au monde agricole, de la place du consommateur, sont précisément les débats qu'il nous faut porter collectivement aujourd'hui autour de cette notion de la santé. Alors quand vous prenez la santé humaine, moi j'ai chevillé au corps une phrase très importante que disait il y a fort longtemps Hippocrate. Et Hippocrate disait que l'alimentation est le premier des médicaments. Et je crois qu'il ne faut jamais l'oublier. Moi, je suis ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Je pense même d'ailleurs qu'il manque un mot très important, qui est le mot de nutrition, parce que l'alimentation, c'est d'abord l'impact sur sa propre santé. Mais cette santé, c'est aussi la santé environnementale. Et d'ailleurs, vous en avez parlé, il y a aujourd'hui beaucoup d'économistes, beaucoup de personnes de la sphère environnementale, beaucoup de philosophes aussi, qui parlent de cette fameuse politique du One Health, une seule santé. Et je crois que c'est extrêmement important quand on parle d'alimentation durable qu'on fasse le rapprochement avec cette politique d'une seule santé, c'est-à-dire une politique qui mêle la santé humaine, la santé environnementale et la santé animale. Et je crois que toutes sont liées les unes aux autres et que cette vision-là, c'est d'ailleurs une vision qui devra être une boussole, si je puis dire, vis-à-vis de cette politique de l'alimentation durable. Ça l'est aujourd'hui et ça le sera encore plus demain. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve la dénomination de votre festival. Il s'agit bien de parler de l'alimentation et de la gastronomie de demain. Et c'est pour cela que je voudrais vraiment commencer par cette vision globale d'une seule santé qui me paraît absolument déterminante. Et elle me paraît d'autant plus déterminante que quand vous prenez le moment que traverse notre pays et que traverse la planète avec la pandémie de la Covid, qu'est-ce que nous remarquons? Eh bien, nous remarquons que de plus en plus de nos concitoyens sont attachés à l'apport de l'alimentation sur notre propre santé, sur la santé nutritionnelle, mais également son lien avec la santé environnementale et la santé animale.
puisque nous savons que tout est lié et qu'un certain nombre d'épizooties naissent justement de cette collusion entre ces différentes santé. Et je crois que là aussi, c'est extrêmement important de montrer que le moment nous oblige d'avoir cette vision globale dès lors que nous parlons d'alimentation durable. La deuxième conviction que je voulais partager avec vous, c'est que si on veut avancer là-dessus, sur cette durabilité de l'alimentation, je suis convaincu qu'au-delà de l'approche globale que je viens d'évoquer, il nous faut absolument redonner à l'alimentation la valeur qu'elle mérite. Et je crois que c'est absolument essentiel. Alors je parle de la valeur nutritionnelle, de la valeur environnementale, mais aussi de la valeur économique. Et je pense que c'est là un énorme défi que nous avons. On a vu ces dernières décennies que l'alimentation perdait de la valeur aux yeux des Français. Et d'ailleurs, quand vous êtes un consommateur et que vous regardez le panier moyen des Français, des consommateurs ces dernières années, eh bien depuis 1960, ce panier alimentaire s'est absolument effondré dans les dépenses des ménages. Et je crois qu'il nous faut absolument redonner la valeur à l'alimentation. Et si on redonne de la valeur à l'alimentation, à ce moment-là, on aura fait une grande partie du chemin. Encore une fois, je parle de valeur nutritionnelle, environnementale et économique. Et donc la question fondamentale au regard de cette conviction, c'est comment fait-on ? Pour moi, je sais que vous en avez beaucoup débattu aujourd'hui, il y a un rôle immense qui est le rôle de l'éducation. Immense. Et on le sait, aujourd'hui, il nous faut, par exemple, réapprendre la saisonnalité. Il nous faut absolument avancer sur le plaisir des goûts. Je crois que c'est là essentiel, et moi j'appartiens à une génération qui était peut-être la dernière génération à qui on a appris la saisonnalité. Je le dis en tant que ministre, mais aussi en tant que père de 4 enfants, je vois mes enfants aujourd'hui se sont habitués à ne plus avoir de saisonnalité. En vrai, c'est un problème. C'est un problème nutritionnel d'abord, environnemental et à la fin économique. Et donc je pense que l'éducation, aujourd'hui, on n'est pas à la maille sur la question de la nutrition et de l'alimentation. Alors il y a des initiatives, il y a même des belles initiatives. Je pense par exemple aux Semaines du goût. J'ai vu que le chef Grégory Cohen intervenait parmi vous aujourd'hui. J'étais avec lui il y a quelques mois pour la Semaine du goût dans un collège à Clichy-sous-Bois. Et je peux vous dire que c'était avec des yeux émerveillés que les enfants avaient cet apprentissage du goût et donc cet apprentissage de l'alimentation. Mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus éducatif de nos enfants et beaucoup plus loin aussi dans un certain nombre d'études supérieures. Prenez par exemple les études de médecine. En écho à ce que je vous disais tout à l'heure et aux propos d'Hippocrate, quand vous prenez un cursus de médecin aujourd'hui, vous avez très très peu de cours dédiés à l'alimentation ou à la nutrition. Et pour moi, c'est un vrai problème et c'est un véritable défi que nous avons de réintroduire ces notions d'alimentation, de nutrition, d'une seule santé au sein de notre parcours éducatif, qu'il soit scolaire ou dans les études supérieures. Et je pense que sur le volet éducatif, on a un deuxième défi, tout aussi important. C'est que si on veut avoir une crédibilité dans le parcours éducatif, il faut absolument que la cantine de nos enfants soit un lieu profondément ancré sur cette alimentation durable. Or, aujourd'hui, on constate que ça n'est pas encore suffisamment le cas. Je voudrais vraiment saluer le rôle des collectivités locales qui se démènent beaucoup sur ces sujets-là, mais on voit que ce n'est pas encore assez le cas. Et je pense que par différentes dispositions qu'on a pu prendre pour renforcer la qualité de la nutrition dans nos cantines, qui doit vraiment être le combat, cette qualité, on peut aussi là avoir des réceptacles d'acquisition de ce à quoi doit correspondre cette alimentation durable. Moi, je ne me résignerai jamais, par exemple, que dans nos belles terres d'élevage, vous puissiez avoir dans le collège ou le lycée, dans ces terres d'élevage, en fait, énormément de produits importés, des produits de viande importés. Or, je suis désolé de le dire aussi crûment, mais quand vous prenez un poulet brésilien, un poulet ukrainien, ça n'a pas du tout le même impact sur votre santé et sur l'environnement qu'un poulet français. Et je crois que c'est là cet angle de l'éducation ou de la force du tissu scolaire, que ce soit dans les cours ou que ce soit à la cantine, quelque chose de très important. Et puis le troisième élément, au-delà de vision politique, au-delà du point sur l'éducation, je pense qu'il y a un rôle qui est aussi fondamental, qui est le rôle du consommateur. Et je voudrais terminer par cela pour ne pas être trop long.
Il y a un écrivain suisse qui parlait de l'esprit français en qualifiant l'esprit français d'une particularité qui est la cohabitation des contraires. Et c'est vrai que la cohabitation des contraires, elle existe souvent quand on parle d'alimentation. Aujourd'hui, le citoyen, il demande de plus en plus de qualité, il demande de plus en plus de qualité nutritionnelle, de qualité environnementale. Mais au même moment, le consommateur lui-même, parfois, il oublie qu'il a été citoyen le matin même. Et donc, vous aurez le matin un citoyen qui se lève et qui dit « moi, je veux plus de toutes ces qualités », et ensuite un consommateur, avec une forme de cohabitation des contraires, qui n'aura pas un comportement en phase avec le citoyen qu'il était quelques heures auparavant. Et je crois qu'on a là un énorme défi. Alors ce défi, il passe aussi par le volet éducatif que j'évoquais tout à l'heure, mais pas que. Il passe notamment par la question de dissocier ce qu'on appelle la politique économique agricole de politique sociale. En aucun cas, une politique sociale doit être fondée sur, par exemple, une dégradation de la qualité de nos produits ou une dégradation du revenu de nos agriculteurs. Cela serait folie. Et pourtant, c'est souvent ce qui est fait depuis maintenant une quinzaine d'années dans les politiques qui sont mises en place. Ce que j'essaye moi vraiment de prendre à bras le corps avec, par exemple, une nouvelle loi qu'on a passée au Parlement il y a quelques mois, qui s'appelle la loi Egalim 2. Et puis le dernier élément sur le consommateur, moi je pense absolument qu'on aille le plus loin possible sur la question. Ce sujet-là, c'est un sujet très compliqué parce que c'est un sujet qui ne dépend pas que de la France. C'est un sujet qui dépend d'une dynamique européenne. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, un consommateur, d'autant plus quand le consommateur est en même temps citoyen, il veut absolument avoir la transparence et notamment la transparence sur l'origine. Or, force est de constater que parfois, on n'avance pas assez vite, même ça nous arrive de faire des reculades. Et des reculades pas du tout liées à une volonté politique, des reculades qui parfois sont même poussées par un certain nombre de grands groupes. Je pense à un grand groupe industriel qui a attaqué les décisions prises par la France pour imposer un certain nombre d'origines devant la Cour de justice de l'Union européenne et qui aujourd'hui a empêché et empêche de rendre obligatoire l'origine du lait. Objectivement, les bras m'en tombent. Moi, je suis pour une transparence sur l'origine la plus totale possible. Et je me battrai corps et âme au niveau national et au niveau européen, ce que je fais avec beaucoup de députés comme Grégory Besson-Moreau, Olivier Damza, qui sont très impliqués sur ce sujet, pour qu'on arrive à faire en sorte de réintroduire ces origines. Et je crois que c'est absolument essentiel parce qu'à la fin des fins, et je terminerai là-dessus comme mot de conclusion, à la fin des fins, quand on parle d'alimentation durable, on parle beaucoup de l'homme, de la femme, de sa santé, de sa nutrition, du côté nourricière apporte à sa société. On parle aussi de la protection environnementale. On parle enfin de politique économique dans nos territoires avec la rémunération des agriculteurs qui doit être encore une fois une rémunération à la hauteur de la qualité qu'ils produisent. Mais on parle enfin d'une partie de notre identité parce que n'oublions jamais que le modèle agricole français tel qu'il a été conçu depuis l'après-guerre et qui a été profondément en évolution depuis lors. C'est un modèle qui est fondé sur la qualité. Une qualité qui est liée à une assise territoriale, à des tailles d'exploitation, n'en déplaise à certains, qui restent des tailles d'exploitation à taille humaine, à taille territoriale. Aujourd'hui, un élevage en France, sa taille est sans commune mesure par rapport à ce qu'on trouve en Ukraine, aux États-Unis d'Amérique ou en Chine. Un élevage, une culture française, une exploitation de grande culture française, a une taille qui, somme toute, reste très limitée par rapport à ce qu'on se trouve sur le continent américain. Et si on veut assurer cette qualité et ce modèle agricole qui est fondé sur cette approche territoriale, qui est le b.a.-ba de l'alimentation, parce que l'alimentation tire du sol, de l'environnement, eh bien en fait, si on n'y prend pas garde, c'est notre modèle agricole lui-même qui pourrait être mis en péril. Or, notre modèle agricole, c'est une partie de notre identité. Et moi, je tiens et je suis un fervent défenseur de ce modèle agricole et de cette part de l'identité. La part de l'identité qui se reflète dans l'alimentation, la part de l'identité qui se reflète dans notre gastronomie,
qui est saluée dans le monde entier, qui est une part de nous-mêmes, une part de la France, et que d'ailleurs le gouvernement veut honorer en faisant cette année de la gastronomie sur laquelle nous sommes extrêmement impliqués avec par exemple le chef Guillaume Gomez. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire de manière très succincte, en m'excusant vraiment de ne pouvoir être physiquement avec vous aujourd'hui, en saluant mon ami Jacques Attali, en le remerciant pour cette initiative et vraiment en vous félicitant pour la qualité des différentes tables rondes et intervenants dont j'ai pu prendre connaissance. Je pense que ce que vous faites est très important. Fixer cette route de l'alimentation et de la gastronomie de demain, c'est en fait consolider une part de notre identité, une part de ce qui fait notre société, une part de la France, et donc soyez-en très sincèrement remerciés. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions du fond du cœur, Monsieur le Ministre, d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci encore. Merci à vous. Bon week-end à vous tous, à très bientôt.